Salut tout le monde, c'est Nasactu, premier sur les actus et je voulais revenir sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, voilà, pour vous dire mon propre avis, voilà, et la désolation quand on voit toutes ces images des immeubles détruits, des explosions la nuit, tout ça. J'étais en train de réfléchir, je me dis putain, il y aura des morts dans l'armée russe, des morts dans l'armée ukrainienne, des morts civiles, des morts. Encore, je vais dire, les morts, ils sont morts, ils sont partis, en espérant qu'ils n'ont pas trop souffert pendant leur mort. Mais c'est les familles de ces morts, les familles des soldats, les familles des civils. Et Dieu seul sait que c'est difficile de perdre un être cher, même s'il est là-haut, près du bon Dieu. C'est difficile. Quand j'étais jeune, je m'en rendais pas compte, tu vois, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui décédaient. Mais plus tu prends de l'âge, et plus tu vois des gens disparaître. Parfois des jeunes, souvent des personnes âgées aussi, ça arrive. Les grands-parents, les grands-pères, les grands-mères. Plus tu prends de l'âge, plus tu vois des gens disparaître, et parfois des gens jeunes, en accident, en ceci. J'ai même connu des gens qui sont partis à cause de bavures. Voilà, donc c'est des gens qu'on n'oublie pas. C'est des gens, voilà. Dès qu'il y a quelque chose qui te fait penser à eux, une musique qui te fait penser à eux, tu réfléchis à une action, ah, ça te fait penser à eux. C'est des gens qu'on n'oublie pas et c'est parfois difficile, tu vois. C'est parfois difficile de penser à eux. C'est parfois dur. Donc c'est malheureux qu'on en arrive là et je pense que si on en est arrivé là, au point de guerre, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème sérieux et il faut se pencher sur ce problème sérieusement. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de chercher un petit peu dans l'histoire de l'Ukraine. Donc c'est très très compliqué. Donc déjà, bon, les Ukrainiens sont tous russophones. Ils sont tous bilingues en fait. Il y a la langue ukrainienne et la langue russe. Paradoxalement, la langue russe, elle est issue de Kiev justement. Elle est issue de Kiev. Et les Russes ont plus conservé ce langage ancien que les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, aujourd'hui, on va dire, ils ont entre 36-38% de mots européens. Par exemple, ils ne le savent même pas, mais quand ils disent le lit, c'est litchi ou un truc comme ça, litchk. Et en fait, ça vient de lit. Donc, ils ont des mots. Comme il y a des mots qui, bon, entre l'Italie et la France, il me semble que c'est 60% de mots communs. Entre le dialecte provençal et le dialecte catalan, on en arrive à 80-90%. J'essaie de me renseigner justement pour comprendre. Donc, ethniquement, ils sont proches par rapport aux racines slaves. Mais tu as d'autres racines aussi en Ukraine. Tu as d'autres racines qui sont venues, par exemple, tout ça. Il y a eu un mélange, on va dire, en Ukraine, un certain mélange. Et d'après mes recherches, ben, l'Ukraine était un État avant même que la Russie soit un État, historiquement. Après, c'est des débats d'historiens. Il y a toujours des historiens qui ne sont pas d'accord avec les autres. On n'a pas vécu à cette époque. Mais aujourd'hui, l'Ukraine, ils tiennent en tout cas beaucoup tiennent à leur indépendance. Donc tu en as beaucoup qui tiennent à leur indépendance et tu en as qui sont plutôt, on va dire, pro-russes. Voilà, qui veulent être attachés à la Russie, à la Grande Russie, à l'Union soviétique. Donc il y a une partie, comme j'ai dit, je ne sais pas qui est majoritaire ou pas. Si on fait un référendum, est-ce qu'il sera transparent à 100% et pas trafiqué? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a, voilà, qui veulent se tourner vers l'Union européenne. Et encore plus avec cette guerre, malheureusement. Donc je comprends qu'il y a des racines. Mais finalement, dans la langue ukrainienne, il y a plus de mots européens dans la langue ukrainienne qu'il y en a dans la Russie. En Russie, c'est pratiquement zéro. C'est pratiquement zéro. Par contre, un Ukrainien, il comprendra le russe, mais un Russe, il ne comprendra pas l'ukrainien. Puis, je connais des amis russes, quelque part, ils se sentent ethniquement européens. Donc, ils sont partagés
parce qu'ils ressemblent à des Européens, ils ressemblent plus à des Suédois, à des Allemands qu'à des Asiatiques ou à des Moyen-Orientaux. Ils ne ressemblent pas trop à des Moyen-Orientaux. Encore qu'il y en a qui ressemblent un peu, tu sais, du style kurde, tchétchène, un peu ce style-là, turc, kurde, tchétchène. Ils ne ressemblent pas à un subsaharien ni à un latino. Voilà, ils sont plus proches et je trouve que c'est dommage d'en arriver là. Voilà. Surtout que je pense qu'ils auraient dû dialoguer d'abord. Je pense que s'il y aurait plus de coopération, on va dire, économique, d'investissement, d'aider, que la Russie aide l'Ukraine pour la tirer vers son giron. Et puis, je pense que même si beaucoup d'Ukrainiens veulent rentrer dans l'Union européenne, ça peut être compréhensible par rapport au niveau de développement, tout ça, qui, qui restent quand même amis avec les Russes. Voilà. Ah, ça peut paraître angélique ce que je dis, mais si on en est arrivé à un point de guerre, en général, on fait la guerre pour deux raisons. Soit parce qu'on n'a plus le choix, soit pour étendre un empire. Voilà, pour étendre un empire, pour étendre sa façon de voir, pour contrôler plus de terres, pour devenir un empire plus puissant. Donc je sais pas. Et il y a toujours la menace nucléaire qui pèse. Que ce soit côté européen, atlantiste, États-Unis, Russie, il y a toujours cette menace nucléaire qui pèse. Voilà, une bombe nucléaire, ça fait beaucoup plus de dégâts qu'une bombe conventionnelle. Même si on a vu que des bombes conventionnelles pouvaient faire beaucoup de dégâts déjà, qui pouvaient en faire trop de dégâts, justement. Il faut essayer de trouver une solution, je pense. Quitte, bon, les Ukrainiens, ce que j'ai compris, c'est que les Ukrainiens, ça leur fait mal au cœur comment ça s'appelle? De perdre le Donbass. Il y a eu la guerre dans le Donbass depuis 2014, ça fait 8 ans qu'il y a la guerre dans le Donbass. Bon, ça s'est calmé avec les cessez-le-feu de l'ONU, tout ça comparé à la première année de guerre. Donc il y a l'histoire de la Crimée qui avait été offerte par la Russie à l'époque et qui est reprise là. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait aussi un compromis des deux côtés, je pense, et qu'il y ait beaucoup plus de dialogue. Parce que je pense pas que c'était la bonne solution. Je pense pas que c'était la bonne solution. Surtout qu'une guerre, c'est jamais facile. C'est pas non plus, c'est pas facile pour les soldats russes qui meurent. Voilà, la Russie a dit hier, comme ça, dans la télé, qu'ils ont eu 500 morts en 7 jours, en une semaine. Ils ont eu 500 morts quand même. Dire qu'il y a 500 soldats russes qui sont morts quand même. Ils sont morts en espérant qu'ils n'ont pas souffert, mais leur famille qui souffre. Donc tu as le double de personnes qui souffrent, au minimum leur mère et leur père. Et rajoute les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, leurs amis, leurs proches, leurs maris, leurs enfants. Je pense que cette guerre, elle n'avait pas lieu d'être. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas un danger imminent non plus. J'ai eu du mal à comprendre, mais à la limite, qui déclare le Donbass indépendant ou pas indépendant, ou qui fasse des négociations, peut-être un compromis entre l'indépendance et la 100% à rattacher à l'Ukraine, en faire un territoire semi-autonome ou un territoire carrément autonome. Voilà, un territoire autonome sous influence russe, sous souveraineté ukrainienne, ça peut être un compromis. Voilà, avec des chefs de région qui s'est décentralisé, qu'ils ont plus de pouvoir qu'un chef régional normal. Pourquoi pas? Il faudrait trouver des régions, la Crimée, en faire une zone mixte. Peut-être une zone mixte. Je sais pas, en tout cas, ce qui est dur, c'est que voilà, il y a des bombardements sur des maisons où il y a eu comment ça s'appelle, des protections aériennes qui ont dévié des missiles qui sont tombés sur des habitations civiles ou
des dégâts collatéraux. C'est malheureux d'en arriver là. C'est malheureux de voir ces images-là. C'est choquant parce que l'Europe n'avait pas eu la guerre. Si, ils avaient eu la guerre en Bosnie, hein. Déjà, ça faisait mal. Ça faisait mal au cœur. Moi qui aimais beaucoup le foot, je regardais les équipes, l'Étoile Rouge de Belgrade, la Champions League, et la Russie qui commence à être boycottée de partout, point de vue économiquement, donc ils ne participeront pas à la prochaine Coupe du Monde, j'allais dire l'URSS, à l'époque on disait l'URSS, la Russie, même pendant la guerre froide, l'URSS a joué la Coupe du Monde, là les Russes ils ne pourront pas jouer la Coupe du Monde, ils ne pourront pas jouer la Champions League, même sur FIFA 22, ils les ont exclus. Ils pourront pas regarder Spotify. Les journaux russes sont censurés. On ne pourra plus avoir accès aux journaux russes par rapport à Internet en Europe. Des accords commerciaux. L'Europe va perdre aussi un peu. Peut-être l'Europe va perdre un peu, mais je pense que la Russie va perdre beaucoup plus vu toutes ces sanctions internationales qui ne se limitent pas qu'à l'Europe. J'ai pas compris, il y en a qui se sont demandé s'il avait perdu la tête d'envahir l'Ukraine. Oui, ça a fait partie de l'Union soviétique pendant un moment. Oui, ils ont fait comprendre que voilà, ils voulaient pas que l'OTAN s'installe en Ukraine. Mais ce que je comprends pas, c'est que les États, avant ça, avant l'histoire de l'Ukraine, avant même l'histoire de la révolution en Ukraine, je pense pas que les États-Unis étaient très menaçants contre les Russes ou menaçaient directement la Russie. On n'est pas à l'époque de la guerre froide là non plus. Remarque, à l'époque de la guerre froide, ils ont vécu dans cette ambiance de menace de guerre nucléaire constante. Nous, enfin, moi j'étais petit, mais il y a des gens qui le découvrent aujourd'hui. Et comme on peut déplorer l'histoire en Ukraine, on peut déplorer toutes les autres histoires de conflits dans le monde. C'est malheureux. Des conflits en Afrique, des conflits entre le Pakistan et l'Inde, des conflits entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, entre le Venezuela et la Colombie, des conflits partout en Afrique, des coups d'État régulièrement en Afrique, qui revit cette instabilité qui était chronique à une époque. Ça recommence, des coups d'État partout en Afrique. On se souvient tous de la guerre du Rwanda, la guerre actuellement au Mali, la guerre en Syrie, la guerre en Irak, la guerre en Libye, la guerre au Yémen, la guerre en Arménie. On peut considérer la guerre froide au Yémen. On pensait qu'on arrivait là avec l'ONU, la police du monde, qu'on arrivait dans un monde civilisé où on règle ses comptes autour d'une table. Et des fois, c'est bien de discuter aussi en privé. Parce que des fois, quand on parle en public, voilà, on peut se sentir humilié. Alors que si c'est en privé, voilà, là, tu peux dire, ouais, mais toi, t'as tort sur ça, mais ouais, mais toi aussi, t'as tort sur ça, tu comprends, tu vois. Alors que si tu le dis en public, ah, t'as tort sur ça, non, moi, j'ai pas tort sur ça. Et puis, en public, il y a certaines choses, voilà, qui doivent rester en public. Donc, le problème, c'est qu'après, il y a beaucoup de gens, de journalistes, qui vont reprendre des trucs, qui vont déformer des paroles, mal interprétées, ça va être mal interprété, mal traduit aussi. Les problèmes de traduction ont souvent mené à des problèmes, c'est malheureux, mais c'est dans l'histoire de l'Europe, souvent des problèmes de traduction, plus des problèmes d'interprétation. Aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir des bons traducteurs, mais au Moyen-Âge, t'imagines, tu vois, tu parlais pas un mot d'allemand ou tu savais pas quel est le niveau de ton traducteur. Aujourd'hui, avec Internet, c'est un peu plus facile, mais il reste le problème d'interprétation. Il reste le problème de la paranoïa. Beaucoup ont évoqué les sujets de paranoïa. Après, militairement parlant, après, ils résistent. Voilà, l'Ukraine y résiste. Voilà, là, ils ont pris une ville. Il me semble qu'ils sont en train de prendre une deuxième ville actuellement.
oui, l'Ukraine, ils résistent comme ils peuvent. Et cette preuve de résistance, ça devrait prouver que, voilà, que les Ukrainiens y tiennent à... Puis on peut le voir dans d'autres guerres. Même s'il y a un contrôle du pays, il peut y avoir de la résistance. Et certes, c'est moins pire qu'une guerre frontale, mais c'est quand même, pour les militaires, ça doit pas être rose tous les jours, tu vois, de se faire attaquer, les embuscades, voilà, les embuscades, tout ça. Quand t'es qu'une petite patrouille qui fait une petite patrouille de routine, une petite patrouille de police, et puis t'as des gars qui, tu t'y attends pas, des gars qui arrivent, lance-roquettes, da 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 da. Donc c'est pas une solution parce qu'ils peuvent faire, comme on dit, de la guérilla d'embuscade après. Je pense qu'il faut mieux trouver une solution après, voilà. Après, il y a beaucoup de Russes qui s'en campent, qui manifestent, il y en a qui se font arrêter. Voilà, moi ça m'avait déjà fait mal au cœur, la guerre de Yougoslavie. Et j'étais pas trop au courant, tu vois. Puis ça m'a fait mal au cœur quand il y avait des Bosniaques au milieu, c'est-à-dire des musulmans. Là, il n'y a pas vraiment de musulmans, pas beaucoup de musulmans dans le tas. Mais ça fait quand même mal parce que on a des amis russes, on a des amis ukrainiens, on a des amis slaves. On connaît des gens, on a grandi avec depuis petit, avec des Ukrainiens, des Russes, des Européens, voilà. Ça fait mal au cœur pour les bonnes personnes et pour les innocents, voilà. J'essaierai de retracer un peu les actualités, voilà, de dire un peu mon avis, mon point de vue. Voilà, vous pouvez me dire, vous, votre point de vue, bien évidemment, dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss.